Bonsoir. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir convié à cette journée de commémoration. C'est effectivement quelque chose qui mérite d'être rappelé, cette convention de 49, puisque c'est quand même l'élément, le repère fondateur. Alors, moi, je vais parler des femmes et génocide dans le cas du Rwanda. Alors, d'abord, un petit mot sur ce génocide, avant de parler de la situation des femmes, du rapport entre les femmes et ce crime ou cette expérience. Au printemps 1994, la mise en œuvre d'un accord de paix signé en août 1993, soit 8 mois plus tôt, par le gouvernement du Rwanda et un mouvement de rebelles pour mettre fin à 3 années de guerre piétinée. Ce qui, depuis 1990, opposait la logique d'une guerre des races à tout effort de médiation, de rapprochement, d'ouverture et de dialogue, faisait violemment obstruction et avec succès à la mise en place d'institutions de transition prévues à l'accord. Ils avaient parié sur une victoire définitive, rêvant d'un jour où il n'y aurait plus de cafards, c'est le nom pour désigner les Tutsis, sur le sol du Rwanda. Le 6 avril 1994, au soir, le président du Rwanda disparaît brutalement dans un attentat commis contre son avion en phase d'atterrissage sur l'aéroport de Kigali. Aussitôt, une campagne de massacre commence. Des témoignages, des enquêtes académiques ou des investigations judiciaires et des procès, il ressort que ces massacres étaient planifiés, organisés, mêlés atrocités et viols. Comme ça, j'amorce déjà la question de la femme, visait systématiquement les Tutsis avec une volonté manifeste de les exterminer. La saison de Machette, c'est le titre d'un ouvrage de Jean Hatzfeld, a duré 3 mois et elle a fait plus d'1 million de morts. Il convient d'ajouter à ce bilan un grand nombre de blessés au corps et au cœur. Une destruction des amitiés, une destruction des valeurs et des bases matérielles de la nation du Rwanda. En novembre 1994, l'ONU qualifiait ces faits de génocide et créait un tribunal pour juger les auteurs. Le TPI, le tribunal pénal international pour le Rwanda. En 2006, celui-ci statuait qu'il n'y a aucune base raisonnable pour qui que ce soit de nier qu'en 1994, il y avait une campagne de massacre de masse visant à détruire en tout ou tout au moins en grande partie la population Tutsi du Rwanda. Alors, Yves Ternoy, qui a parlé avant moi, a évoqué cette question du Rwanda. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, ça m'épargne, nous gagnons du temps. Mais quand même, je voudrais préciser certaines choses. Bon, au Rwanda, le génocide oppose les Tutsis aux Hutus. Ce sont les Tutsis qui meurent, et ce sont des Hutus qui tuent, mais ce ne sont pas tous les Hutus qui tuent. C'est un groupe. C'est important de le dire. Tous les Hutus n'ont pas la machette à la main en train de découper les Tutsis. Les Tutsis et les Hutus au Rwanda ne sont pas des races. Nous sommes tous noirs, puisque je suis moi-même rwandais. Nous sommes tous noirs, nous parlons tous la même langue, et il y avait une religion traditionnelle à laquelle tout le monde adhérait. Et quand le christianisme est arrivé au début du XXe siècle, les Hutus et Tutsis ont adhéré dans les mêmes proportions à ces nouvelles religions, ça veut dire le catholicisme ou l'islam, etc. Il n'y a donc pas, ce n'est pas une guerre des races, ce n'est pas une guerre des religions. Ce n'est pas non plus une guerre tribale ou ethnique, puisque on parle la même langue, habitant sur le même territoire de façon un peu indifférenciée. Il n'y a pas un territoire des Hutus et un territoire des Tutsis. Le Hutu et le Tutsi vivent les uns quasiment à côté des autres et sont distribués dans les mêmes proportions sur l'ensemble du territoire.
Juste que nous ne savons pas aujourd'hui ce que voulait désigner effectivement ces catégories. Des catégories sociales, très probablement, puisque Tutsi, c'est l'éleveur, Hutu, c'est l'agriculteur. Mais dans les faits, tous les Rwandais font soit beaucoup d'agriculture et peu d'élevage, ou beaucoup d'élevage et peu d'agriculture. Voilà. Et au début du XXe siècle, en effet, beaucoup d'explorateurs dans cette région ont estimé qu'il y avait dans ces contrées, pas seulement au Rwanda, mais en Ouganda, au Burundi, au Kenya, une partie d'une population qui ne serait pas de là-bas, qui serait étrangère. Donc, nous sommes dans une... Hutu et Tutsi sont perçus plutôt, ou se perçoivent, comme si les uns étaient autochtones et des autres venant d'ailleurs. Mais de quel ailleurs? Ce n'est pas clair. Et les Tutsis ont été considérés par ces explorateurs comme étant venus du nord, de l'Égypte peut-être, ou de-delà de l'Égypte. Donc ils sont perçus comme une minorité, ils sont minoritaires, et une minorité d'origine étrangère. Pendant la période coloniale, soit jusqu'en 1960, jusqu'en 1957, on va dire, ces idées sont très travaillées par l'administration coloniale et les missions catholiques et chrétiennes. Et c'est à partir des années 57, lorsqu'on pense à l'indépendance, que les Rwandais s'approprient ces identités et les utilisent en politique. Donc, il n'y a pas de race, mais il y a cette idée qu'il y aurait une majorité d'autochtones et une minorité d'étrangers. D'où la question, le conflit entre les deux. Alors, il a dit aussi, Terno, que effectivement, tout ce conflit n'advient que quand il y a une espèce de peur ou une situation de crise. Eh bien, dans les années 90, la République du Rwanda est en crise. Il y a des crises un peu partout dans les pays en Afrique parce que les régimes autoritaires, les régimes à parti unique, militaires, sont remis en cause un peu partout. Alors, on dit que ça a rapport avec la chute du mur de Berlin, c'est possible, mais en tout cas, il y a une remise en cause de ces régimes. Le régime du Rwanda n'échappe pas à la règle. Il y a aussi une crise interne, c'est-à-dire que si il a été dit que la République du Rwanda était une démocratie parce qu'un Hutu était au pouvoir, ben, concrètement, les Hutus demandaient la démocratie. Donc, la République n'était pas démocratique. Elle se sent en crise. Et cette crise va être accentuée par le mouvement de retour des réfugiés Tutsis qui disent, eh ben non, nous on veut revenir pour vivre dans notre pays et pour recréer l'unité nationale. Donc, voilà un régime très éprouvé parce que son idéologie qui se veut, l'idéologie que c'est une démocratie, ne marche pas et il y a un ennemi qui vient de l'extérieur. C'est donc un régime, un pouvoir qui est en souffrance et qui va trouver l'issue ou la sortie dans un bouc émissaire qu'on va appeler le Tutsi. Alors, ceci dit, si je savais dessiner par rapport à ce génocide, j'aurais dessiné 3 portraits de femmes par rapport à ce génocide. Alors, le premier, c'est les femmes qui participent, parce que les femmes ont participé au génocide, soit en dénonçant, ou en pillant, ou en détroussant, ou en tuant. Les femmes ont participé au génocide. Le deuxième portrait, ce serait celui des femmes qui sont victimes du génocide. Et il y en a eu beaucoup. Alors, nous connaissons les récits de ces femmes. Ils ont été recueillis très tôt. C'est une particularité du Rwanda, contrairement à ce que
vous avez dit, c'est que les rescapés du Rwanda ont parlé très tôt, très vite. Ils ont commencé à parler en 1994, pendant le génocide même. Et le premier recueil de témoignages a été publié dans un ouvrage d'une ONG britannique qui s'appelle African Rights. Et il a été publié en anglais sous le titre de Rwanda, Death, Despair and Defiance. Il y a 2 éditions. La première paraît au mois de novembre 1994 et la deuxième en 1995. Eh bien, c'est un gros volume. Eh bien, je parle que des femmes, je ne vais pas parler des autres. On a tout un chapitre sur les viols, sur l'esclavage sexuel. Et c'est en lisant ça, d'ailleurs, en mois de novembre 1994, que j'ai finalement compris ce qui s'était passé au Rwanda, la manière dont la femme Tutsi avait été traitée. Et on a aussi des ouvrages qui vont paraître un peu plus tard, des enquêtes conduites toujours par African Rights. Cette ONG a fait beaucoup d'enquêtes au Rwanda. Donc, on a un corpus important sur la manière dont les femmes Tutsi ont été traitées, sur le viol, sur les mutilations génitales. Et on a aussi le corpus de témoignages qui a été recueilli dans le cadre des investigations judiciaires, que ce soit par le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui siégeait à Arusha, que ce soit par les tribunaux belges qui ont commencé à juger dans les années 2000, que ce soit même les tribunaux français plus récemment. Donc on a un corpus dans lequel on retrouve souvent la violence sexuelle. Les femmes Tutsi, comme les hommes, ont été coupées à la machette, parce que c'est l'instrument emblématique du génocide des Tutsis. Ils ont tous été coupés à la machette. Ou bien ils sont tous morts à la grenade, ou bien ils sont morts de faim, ou de soif, etc. Mais particulièrement les femmes, elles ont fait l'objet d'un traitement particulier. C'est le viol, c'est l'esclavage sexuel. Pourquoi? Eh bien, ce traitement particulier des femmes pendant le génocide est en résonance avec le traitement particulier qui leur est réservé dans la propagande qui précède le génocide. Et bien, dans cette propagande, depuis 1990, il est dit que la femme Tutsi est une arme, est un instrument de conquête du pouvoir par ses frères Tutsi. Et que la femme Tutsi l'accepte parce qu'elle est perverse. Elle n'aime pas les Hutus, mais il va se retrouver dans les lits des Hutus. Elle n'aime pas les étrangers, les blancs, mais il va se retrouver dans leur lit. Et à chaque fois, pour extorquer les secrets. Pour les Hutus, il disait que les femmes, les Tutsis, avaient marié leurs femmes et leurs filles aux responsables Hutus, et qu'il y a un plan de les marier à tous les intellectuels Hutus, potentiellement responsables de la gestion du pays, et que ce plan a été mis en œuvre, et que ceci a permis dès à l'avance des espions incontournables dans les milieux Hutus les plus influents. La contrepartie que payent ces Hutus, c'est l'arrangement des dossiers de nomination dans l'administration centrale, l'accord de licence spéciale d'importation, la livraison des secrets à l'ennemi. Donc, il y a une idée que la République Hutu est minée par les Tutsis et que ce n'est pas le truchement de la femme Tutsi. Cela dit, je ne l'ai pas dit au début, la femme Tutsi est considérée, il y a un fantasme qui fait qu'elle est belle. Mais alors, elle est belle, mais dangereuse. Alors, il y a eu aussi ce qu'on a appelé au début de cette guerre en 1990, les 10 commandements des Bahutus, c'est-à-dire les commandements sur lesquels les Hutus, ce qui devait définir le comportement des Hutus. Et ces 10 commandements ça s'appelle les 10 commandements, ça rappelle les 10 commandements de Dieu. Nous sommes dans une société très chrétienne.
Donc, quand on dit 10 commandements, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire d'abord que c'est obligatoire et que ça doit être respecté. Et bien, sur ces 10 commandements, 3 articles sont consacrés à la femme, pour dire l'importance qui était accordée dans le fantasme à cette catégorie des Rwandais. Le premier disait, tout Muhutu doit savoir que Umututikazi, ça veut dire la femme Tutsi, où qu'elle soit, travaille à la sorte de son ethnie. Par conséquent, être tout Muhutu qui épouse une Mututikazi, qui fait de Mututikazi sa concubine, qui fait d'une Mututikazi sa secrétaire ou sa protégée. L'article 2 dit, tout Muhutu doit savoir que nos filles Bahutukazi sont plus dignes et plus conscientes dans leur rôle de femme, d'épouse et de mère de famille. Ne sont-elles pas plus jolies, bonnes secrétaires et plus honnêtes? Et l'article 3, Bahutukazi, soyez vigilantes et ramenez vos maris, vos frères et vos fils à la raison. Ça veut dire que ce sont les femmes, il est demandé aux femmes Hutus de faire en sorte que leur mari, leur frère ou leur fils n'ait pas de lien avec la femme Tutsi. Mais pourquoi alors, il y a le fantasme de la femme Tutsi qui serait espionne, beaucoup plus espionne que mère ou épouse, mais il y a aussi que dans la culture rwandaise, la femme, c'est le lien. Et c'est vrai, on dit qu'une femme n'a pas d'ethnie. Une fois qu'elle est mariée à un Hutu, ses enfants sont des Hutus. Une femme mariée à un Tutsi, ses enfants sont des Tutsis. Et elle n'a pas, a priori, n'a pas de statut inamovible. Elle prend le statut de l'endroit où elle va. Autrement dit, casser cette relation, casser la possibilité d'un lien, de relations matrimoniales entre Tutsis et Hutus, c'est casser la société. Et pendant le génocide, la cassure de la société, elle est là. Et c'est pour ça aussi que les femmes Hutus vont, justement, en application de cet article 3, vont travailler. Et nous avons une seule femme Hutu a été jugée au tribunal pénal international. Elle s'appelait Pauline Nyiramasuhuko. Elle a été jugée et condamnée pour des faits commis dans sa préfecture du sud du Rwanda de Butare. Et ironie du sort, cette femme était ministre de la promotion féminine. Alors elle a été jugée et condamnée avec son fils parce qu'elle a incité autour d'elle des jeunes à violer les femmes. Alors on sait aussi que 2 religieuses, donc 2 femmes, ont été jugées à Bruxelles pour leur complicité dans le génocide. On sait qu'il y a ici en France une femme qui était l'ancienne épouse d'Habyarimana, n'a pas été jugée, mais sur lesquelles pèsent de sérieuses présomptions de complicité dans le génocide. Donc la femme participe. Et il y a dans tous les récits, on a à Kigali des femmes qui réellement organisent. C'était des membres du parti MRND, le parti d'Habyarimana, qui organisent réellement autour d'elle des attaques contre les familles Tutsi. Il y a donc le rapport de la femme au Tutsi, c'est soit elle est victime, soit elle est bourreau. Mais pas que ça. Je serais injuste en pensant finalement mon tableau, il est incomplet. Il y en a qui étaient là, qui regardaient, qui n'ont pas participé, qui n'étaient pas voués à la mort, mais qui n'ont pas participé forcément aux attaques et aux tueries. Mais il y en a aussi qui ont sauvé des femmes. Et on en connaît une à Gisenyi, dans la partie nord du Rwanda. Son frère était colonel dans l'armée rwandaise. Elle n'était pas une religieuse, mais elle faisait partie des femmes consacrées. Elle était responsable d'un centre d'accueil pour religieux et religieuses, pour tous ceux qui voulaient faire des moments, qui pouvaient passer des moments de réflexion. Cette femme a accueilli chez elle, dans son centre, des Tutsis menacés. Elle a aidé parce qu'elle avait des liens, elle était connue
à cause de son frère qui était officier de l'armée. Il pouvait faire passer des réfugiés à Goma, mais à un moment donné, quand les extrémistes l'ont su, ils ont bloqué le passage et ils sont venus chercher les réfugiés dans le centre où il était et il les a suivis. Son frère a été informé qu'elle était menacée. Il a voulu qu'elle quitte le centre et elle lui a dit, si vous voulez que je quitte le centre, sauvez tous ceux qui sont avec moi, mais si vous ne voulez pas, je reste. Elle a accepté de partir avec elle. Elle a été tuée avec les gens qu'elle avait accueillis. C'est une femme. Donc, on les retrouve dans toutes les positions, soit de victime, soit de bourreau, soit de sauveur. Alors, il y a peut-être aussi un troisième portrait que j'aurais fait, c'est celui c'est un tableau de femmes qui agissent après le génocide. Après le génocide, c'est une idée que on pense qu'il y avait plus de femmes rescapées que d'hommes. Je ne suis pas certain que cette statistique soit vraie, soit vérifiée, mais en général, on pense que c'est comme ça. Alors, les femmes ont créé, après le génocide, des associations. Et ce sont ces associations qui ont sauvé, en particulier, qui ont recueilli les orphelins. Parce qu'il y avait de très petits enfants. Le Rwanda est un pays où il n'y avait pas de structure d'accueil d'orphelins, il n'y avait pas d'orphelinat. Donc, les femmes se sont mises ensemble et ont accueilli ces orphelins, les ont suivis et les ont fait. La vie des orphelins a été possible grâce à ces associations. Ces associations ont aussi été des lieux d'entraide parce que les femmes étaient blessées, mais pas au même niveau, pas au même degré. Il y en a qui étaient un peu mieux portantes que d'autres. Donc, ils ont organisé entre elles de l'écoute et de l'attention à l'autre. Et surtout, ils ont travaillé à faire quelque chose à laquelle chacune d'elles était attachée, retrouver le corps, retrouver les corps de ceux qui ont été tués et leur donner, autant que faire se peut, une digne sépulture. Voilà, donc il y a Alors pourquoi est-ce que les femmes ont fait ça? Et mieux que ça, ou autre chose, ce que les femmes rescapés du génocide ont fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de récits publiés. Eh bien, cette littérature de récits, de publication de récits, ce sont surtout les femmes qui l'ont fait. Alors, le Rwanda n'était pas un pays à tradition d'écriture. Après le génocide, il y a eu beaucoup d'écriture et ce sont les femmes qui ont ouvert la voie. Jusqu'à présent, il y a plus de titres par les femmes que de titres par les hommes. Alors, après le génocide, alors, le fait que les femmes, les souffrances vécues par les femmes ont été reconnues par le tribunal pénal international et ont été reconnues dès le premier procès de 1998, le procès d'un bourgmestre d'une commune au centre du pays, la commune de Taba. Alors, c'est très important cette reconnaissance, mais juste qu'elle ignore quand même quelque chose, c'est-à-dire que la violence sexuelle, la personne elle est condamnée, mais ce qui n'est pas traité, c'est le traumatisme qu'il a généré. Pour ces femmes, rien n'est fait. Pour les gens qui avaient été les auteurs du génocide, qui étaient à Arusha, qui étaient jugés, ils avaient des médicaments anti-sida, contre le sida. Les femmes victimes du
génocide des Tutsis, et qui avaient, pour la plupart, été contaminés par le virus du sida pendant ces viols, n'en avaient pas. Donc, il y a une reconnaissance de la souffrance, il y a une condamnation des auteurs, mais rien n'est fait pour soulager véritablement le traumatisme des victimes. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais dire pour terminer? C'est que nous sommes le 9 décembre, c'est important pour rappeler un peu cette date, mais je ne sais pas si à l'époque, les auteurs de ces textes avaient en tête, ils avaient en tête la disparition des groupes, le fait qu'on puisse tuer les gens, mais le fait qu'on puisse se servir d'une arme qui s'appelle le viol, je ne sais pas s'ils en avaient clairement conscience. Or, ceci est constitutif même du génocide, puisqu'il concourt à atteindre, annihiler la dignité de la victime. Je vous remercie.